Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un oiseau très bruyant mais très romantique. Alors si vous êtes déjà venu en Asie et encore plus si vous y résidez, vous connaissez tous, vous avez tous entendu le cri de cet oiseau, un oiseau qui s'appelle le koil. C'est un cri répétitif très puissant qu'on entend quasiment jour et nuit, surtout à partir du mois de novembre. C'est le cri d'un oiseau qui fait partie de la famille des coucous, qui est un oiseau tout noir avec un œil rouge, qui est un oiseau qui est très discret et dont la femelle est très différente. C'est ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel chez les animaux. Donc le mâle est très différent de la femelle est tachetée, elle ressemble un petit peu plus au coucou qu'on a en Europe. Moi ce chant, si je suis trop longtemps loin de l'Asie et que je l'entends par exemple dans un film, il me met les larmes aux yeux assez rapidement. Il a un effet nostalgique sur moi qui est très puissant, un petit peu équivalent à ce que la mésange charbonnière, qui est un oiseau d'Europe, fait sur moi quand je suis loin de l'Europe pendant longtemps. Alors c'est un oiseau qui est intéressant, il est discret, il est timide et il a un chant puissant, et il a un chant puissant parce qu'il est timide. Donc il a besoin de faire beaucoup de bruit parce qu'il ne se montre pas beaucoup. Donc on l'entend surtout, on l'entend toute l'année, hein, un peu partout en Thaïlande, y compris en zone urbaine. Ici à Bangkok il est très présent. Et on va l'entendre tout au long de l'année, mais surtout au moment de la période des amours, de l'accouplement qui va commencer maintenant en novembre. Et là on peut l'entendre quasiment toute la nuit, surtout à partir de 2 h du matin jusqu'au lever du jour, jusqu'à vers 5h30, 6h. Là il y a une petite accalmie et puis il reprend tout au long de la journée. Alors comme la plupart des coucous, c'est un oiseau qui est parasite. C'est-à-dire que la femelle va parasiter les nids des corbeaux et des maïnas. Maïna, c'est un oiseau qui est aussi très présent en Asie, qu'on voit beaucoup en Thaïlande. Donc s'il y a beaucoup de corbeaux, elle va avoir tendance à parasiter les corbeaux. Et s'il y a beaucoup de maïnas, elle va avoir tendance à parasiter les maïnas. Ça en fait un espèce de contrôle des naissances chez ces oiseaux-là. Donc le principe, c'est qu'elle va essayer d'extraire les œufs qui sont déjà dans le nid pour y déposer le sien, qui ressemble beaucoup à un œuf de son hôte. Et cet œuf va éclore plus tôt que les autres œufs. Ce qui fait que le poussin aura la capacité, si jamais il reste des œufs dans le nid, de les pousser à l'extérieur, de faire tomber les poussins pour être seul dans le nid. Parce que les parents vont avoir, les parents adoptifs du coup vont avoir beaucoup de travail pour pouvoir nourrir ce poussin adopté malgré eux. Donc c'est un oiseau qui est voisin du coucou gris qu'on a en Europe, qui a les mêmes comportements parasitaires, qui a un chant aussi puissant. C'est aussi un animal qui est très discret. On pourrait presque dire que le koil de Thaïlande chante comme le coucou mais avec l'accent thaï. Alors le chant du coucou gris en Europe est tellement populaire qu'on a fini par l'utiliser pour dire bonjour, pour dire salut, pour dire coucou. Et c'est un comportement qui est tellement caractéristique, ce comportement parasitaire, qu'il a fini par donner le mot cocu qui sert à désigner l'adultère, dans le sens où c'est un autre homme qui va élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc le koil lui-même tient son nom d'un mot sanskrit, du mot kokila, qu'on va retrouver en Punjabi koil, qu'on va retrouver aussi en hindi, et en thaï on l'appelle nok kawao. Et encore une fois c'est une onomatopée, c'est une imitation de son cri. C'est un oiseau qui est connu depuis très longtemps en Inde classique, puisqu'on en a une citation dans les Védas où il est appelé le Anyavapa, celui qui est élevé par les autres. Et ça en fait une description de son comportement parasitaire, une des plus vieilles du monde. Voilà, on est dans des textes sacrés, dans les Védas, mais on est déjà dans l'éthologie. Alors ce qui va nous intéresser, nous, c'est que c'est un oiseau qui a une image très différente chez les Occidentaux et chez les Asiatiques. Alors là, je vais faire des généralités, évidemment, on a toujours des exceptions, mais il suffit d'aller faire un petit tour sur Google ou sur Facebook pour voir toutes les réactions négatives qu'il y a face à la puissance de ce chant qui dérange les gens la nuit et qui nous réveille très tôt le matin. Pour les Asiatiques, c'est un petit peu différent parce que
En Inde, par exemple, il est depuis tout le temps, depuis l'âge classique, il est associé au romantisme, à l'amour et à l'érotisme. Son chant est lié au chant de l'amour, un petit peu l'équivalent de ce qu'on a en Europe avec le rossignol. En Inde, il est associé aussi au monde de la pluie parce qu'il va beaucoup chanter au moment de la saison des pluies. Et ça a été la muse des poètes et des écrivains en Inde. Il est cité par un grand écrivain indien qui s'appelle Tagore. On va le trouver dans plusieurs titres de films en Inde. Dans un vieux film pakistanais de 1959 qui s'appelle Koil et qui raconte une histoire d'amour naissante entre deux enfants, entre Salman et Zarina. En Thaïlande aussi, on a un film thaï qui s'appelle Kawao, un film de 1952 qui raconte l'histoire d'un Koil qui se transforme en jolie femme dont les hommes tombent amoureux. Et on va avoir même une série plus récente aussi qui s'appelle Kawao. Donc en Inde, comme en Thaïlande, il va servir de prénom. Mais ce qui va nous intéresser plus particulièrement en Thaïlande, c'est la symbolique qui est liée à cet oiseau et les rapports qu'il peut avoir avec le bouddhisme. Donc on trouve l'évocation du nom de cet oiseau dans une berceuse, dans des poèmes, dans des chansons. Dans des dessins animés et aussi dans la tradition bouddhiste. Le Tripitaka, le canon bouddhiste, l'associe au Karawak, qui est un oiseau immortel qu'on appelle le Kalavinka en Inde, et qui a une tête humaine, de longues plumes, et qui est chargé de prêcher le Dharma, qui est la loi bouddhiste. C'est par exemple cet oiseau qui est figuré sur la proue des barges royales à Rangoon, qui s'appelle aussi le Karawak. On trouve aussi dans le Tripitaka un des attributs de l'homme parfait qui est associé au chant du Koil. Donc on dit qu'un homme parfait doit chanter les louanges du Bouddha comme un Koil blanc. Et c'est peut-être un Koil qu'on voit sur un mur du temple ici, comme je l'avais moi-même représenté sur un tableau inspiré de l'art classique thaïlandais, mais où j'ai représenté des animaux qu'on trouve fréquemment à Bangkok. Donc on voit qu'il a une implication culturelle et spirituelle malgré son habitude parasitaire. Donc on a un Jataka. Les Jataka, c'est les histoires qui racontent les vies précédentes du Bouddha historique, Siddhartha Gautama, qui a eu plus de 500 vies avant de revenir sous la forme du Bouddha. Donc les Jataka racontent les histoires antérieures des vies du Bouddha, où il n'a pas été qu'être humain, mais il a été souvent un animal. Donc dans cette Jataka particulière, qui s'appelle la Kunala Jataka, on a l'histoire d'un Koil qui s'appelle Kunala et qui est l'incarnation d'un prince qui met en garde un autre Koil qui s'appelle Punamukha contre la mauvaise nature des femmes, leur duplicité, les soucis qu'elles apportent aux hommes. Il lui enseigne par ailleurs comment un homme doit prendre soin de sa ou de ses femmes, parce que là, dans ce cas-là, le Koil Kunala a 3500 femmes qui le suivent. Donc c'est un texte qui est assez misogyne, mais qu'il faut remettre dans le contexte de l'époque et surtout dans sa portée spirituelle, voir à qui il s'adresse. Parce que cette Jataka est destinée aux moines pour les enjoindre à garder leur distance avec les femmes et s'ils doivent les fréquenter, de rester prudents et chastes. Donc on va retrouver l'évocation de ce Koil dans une Jataka du Bouddha, où il compare un être qui a une apparence repoussante, parce que là le Koil étant noir et le noir étant dévalorisé, donc le Koil a une apparence repoussante, mais il peut avoir une voix très douce et envoûtante, donc c'est ça qui va être valorisé par le Bouddha. Donc aujourd'hui, les gens vivent le chant du Koil de façon très différente, suivant si on est né avec et qu'on l'a toujours entendu. Si on a des habitudes qui fait qu'on va se lever tôt, il va être moins dérangeant. Par exemple, moi c'est un oiseau qui me dérange très peu parce que je me réveille tôt.
et qui m'accompagne aussi une partie de la nuit. Ça fait vraiment partie d'une ambiance sonore qui ne me dérange pas. Un peu comme quelqu'un qui serait né à côté d'un torrent et par rapport à quelqu'un qui va venir habiter à côté d'une source sonore qu'on va considérer comme nuisible. En tout cas, quand vous entendrez la nuit ce coïl vous déranger, essayez de penser un peu à ces histoires et de voir la beauté dans son chant plutôt que l'agacement dans ce cri. Donc voilà, on voit que cet oiseau il a une importance culturelle et une importance spirituelle en Thaïlande. On trouve aussi en Asie et notamment en Thaïlande un autre oiseau de la famille des coucous, mais de la partie des coucous qui ne sont pas parasites. C'est-à-dire que la femelle va faire son nid et va déposer ses propres œufs dans son propre nid. Cet oiseau il s'appelle le coucal et lui aussi c'est un animal qui est très discret, qu'on ne voit pas très souvent, mais dont le chant résonne très souvent en Thaïlande. Lui aussi a une importance spirituelle. En Inde, c'est un oiseau qui porte chance. On dit que quand on le voit, ça porte chance. Et c'est un oiseau qui est associé à la lune, et notamment à l'oiseau mythique Shakera. Il est cité dans le Mahabharata et il est associé à Krishna. Alors en Thaïlande, il y a des histoires qui se rapportent à lui, mais il a une importance moindre que le coïl. Alors si on élargit un peu les choses et qu'on compare le coucou coïl qu'on a en Asie au coucou gris qu'on a en Europe, on voit que le coucou gris n'a pas beaucoup de portée spirituelle, voire pas du tout, mais qu'il a marqué quand même la culture populaire à travers son chant, surtout en France, donc on l'utilise pour dire bonjour. Et on va le retrouver aussi dans ces pendules à coucou qui ont été créées dans la forêt noire en Allemagne. Et on suppose que les horlogers allemands essayaient d'imiter le chant du coq, qui traditionnellement est l'oiseau qui est censé réveiller les gens le matin. Donc c'est en essayant d'imiter le chant du coq qu'ils seraient arrivés à imiter le chant du coucou. Alors c'est un peu étonnant et rigolo de voir qu'aujourd'hui, c'est deux espèces différentes de coucous qui vont marquer les heures et qu'on va entendre jour et nuit dans les maisons. Le coucou gris à travers le pendule à coucou et le coïl de façon bien involontaire par tous les gens qui vivent en Asie. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo ornithologique et je vous dis à bientôt.